Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est en direct sur la page Facebook de Viasté. Là, nous sommes vendredi, c'est la fin de l'été, il est 17h59 exactement, bientôt 18h. Et on se trouve dans un endroit magnifique, ce sont les jardins suspendus du musée de Bastia. Et on est là en plein préparatif, je suis avec Patrick Vigneault. Bonjour Patrick, ça va? Oui, bonjour à tous, ça va très bien, merci. On est en plein préparatif d'une superbe manifestation qui commence maintenant et qui va durer 3 jours, tout le week-end. Et cette manifestation, c'est Librimonde, c'est la 2e édition. Librimonde, c'est une manifestation qui va recevoir, qui organise des rencontres avec des écrivains. Oui, c'est ça, c'est donc la 2e année, on reçoit 7 auteurs, donc il y a 7 écrivains, avec des horizons différents, puisqu'il y a du roman noir, il y a du roman policier, il y a du roman historique, il y a aussi des thrillers psychologiques, enfin, il y a un petit peu pour tous les goûts en fait, et c'est surtout une programmation qui nous ressemble, et on avait envie de faire découvrir ce qu'on aime au public bastien et plus largement. On va déjà commencer par tordre le cou à une idée reçue sur les manifestations culturelles, on va dire les festivals du livre, etc. Ah oui. On n'est pas du tout dans une programmation et dans une proposition élitiste. Là, pas comme du tout. Tu disais, il y a quand même un très très beau casting, puisqu'il y a quand même 2 prix Goncourt. Mais on est dans des bouquins qui sont totalement accessibles pour tout tous. À fait. Et des styles, le polar, tu le soulignais. Le polar, c'est quand même le style qui est très populaire, c'est quand même un des styles très populaires. Il y a Philippe Janeda qui nous raconte des enquêtes sur des histoires vraies qui se sont passées en France, dans des coins assez reculés, pas à Paris, mais en province. Avec la Serpe. Avec la Serpe, notamment, qui raconte ce triple assassinat dans un château. En Dordogne, je sais plus. Et l'auteur est d'ailleurs lui-même l'auteur supposé de cette triple assassinat, et lui-même un auteur de livre. Est devenu un auteur de livre puisqu'il a écrit ce qui a donné ensuite Le Salaire de la peur, le célèbre film. Le célèbre film avec Charles Vanel. Et qui a donné lieu aussi à un remake de William Friedkin qui s'appelle Sorcerer. De Sorcerer, oui. Donc voilà, c'est vraiment dans une programmation qui n'est pas élitiste du tout. Elle est populaire. Nous, on a des goûts. On lit beaucoup et ensuite on fait un choix éditorial parce que c'est normal, on a privilégié la qualité à la quantité, on aurait pu recevoir beaucoup plus d'auteurs et on a trouvé que c'était pas opportun en fait. Et cette programmation-là, elle est vraiment faite pour que les auteurs aillent vers les gens et que les gens aillent vers les auteurs. On crée une proximité entre le lecteur et l'auteur. Exactement, il y a vraiment des vraies rencontres. D'ailleurs là, dans un instant, il y a une rencontre qui va débuter. Mais avant d'en parler, vous êtes toute une équipe. Il y a Bénédicte Lussavill, il y a Sébastien Bonifay. Il y a François-Xavier Diano-Steph, il y a Angélique Héret, il y a Dominique Maté qui s'occupait avant du centre culturel Unaoult, qui nous donne plus qu'un coup de main. Enfin, en fait, Sébastien Bonifay et Bénédicte Lussavill ont monté une équipe autour d'eux parce que c'était eux qui organisaient précédemment les rencontres Unaoult et les Deux Mondes, une manifestation. À l'époque où Sébastien avait la librairie. Et donc ils se sont arrêtés pendant quelques années et ensuite ils ont eu encore envie, et puis à la demande des Bastiens notamment, qui demandaient de renouveler ce genre de manifestation, ils ont constitué une équipe autour d'eux assez hétéroclite de gens, d'artistes, d'enseignants, de chefs d'entreprise, mais tous passionnés par la littérature, et ils nous ont demandé si on était intéressés pour renouveler l'expérience, et on a dit un grand oui, avec plaisir et passion. C'est pas parce que je suis mal poli que je regarde mon téléphone, mais c'est comme on est en direct, on a parfois des commentaires d'internautes. On a Daniel Arnaud qui nous fait un coucou. On a un bon week-end de la part d'Abdelaziz. Béatrice nous dit bonjour. Marlène Doulmet qui nous fait un buongiorno Doulmet. Buongiorno Marlène. Salut à tous. Et voilà, un bonjour de Saint-Barthélemy. Tu vois, on est regardé un peu partout. Roxane qui nous dit bonjour aussi. Elena qui dit c'est super. Et Antoine Mondolone et André qui nous font un coucou aussi. Donc vous avez toute une équipe chacun apporte sa sensibilité, ses goûts de lecture, et à bout d'un moment il faut quand même faire un choix, il faut quand même arbitrer parce que ça va pas être simple. Alors c'est pas simple, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on lit toutes les œuvres des auteurs invités. S'il y a 3 romans, on lit 3, si on a 4, on lit 4, pour vraiment avoir une idée large de cet auteur-là. Ensuite, on en discute entre nous, et puis voilà, si on a 12 noms, il faut en dégager 7.
Après, il y a des opportunités aussi qui se présentent Au au calendrier, parce que pas tout le monde est disponible. Donc, mais c'est un choix qui est un choix assez collectif et assez unanime en fait. On arrive toujours à trouver une unanimité sur les gens à inviter. Oui, puis il y a un public qui est touché parce que en même temps vous amenez des auteurs, vous parlez de bouquins qui ont déjà certains dont ce ne sont pas les premières œuvres, mais qui ont fait déjà leurs preuves Tout à fait. dans leur genre et du coup le public répond présent. Là, Oui, j'espère qu'ils vont répondre présent. Oui, ils ont répondu déjà présent la aussi deuxième l'an édition, dernier, c'est la deuxième édition. Oui, on essaie on n'est pas à la course à inviter l'auteur avec un prix. Il se trouve que Éric Vuillard, par exemple, on l'avait déjà en tête avant qu'il ait le Goncourt, parce qu'on avait aimé Tristesse de la Terre, un de ses romans précédents, beaucoup aimé. Donc il a été récompensé l'an dernier par le prix Goncourt pour l'ordre du jour. Donc voilà. Qui n'était pas un roman pour le coup. Non, c'était un récit historique. Mais c'est assez rare d'ailleurs. Il y a eu une polémique, oui. Parce que d'habitude ce sont les romans qui sont récompensés. On se demandait si c'était normal de récompenser un non-roman. Bon, après c'est de l'écriture quand même, et c'est très bien écrit, donc à partir de là, il n'y a pas à se poser la question, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on ne recherche pas le prix obligatoirement. Mais il se trouve que là, cette année, les gens qu'on avait invités, ils ont tous été primés. Comme par exemple Kauter Ademi, qui a eu le Renaudot des lycéens, mais sur qui on a un œil depuis plusieurs années, depuis son premier roman en fait. Donc voilà, mais des gens viennent, ne peuvent pas venir la première année, ils viennent la seconde. On avait contacté Philippe Janeda aussi il y a très longtemps. Donc voilà, il n'a pas pu venir l'an dernier, il est venu cette année. Alors justement, le programme. Alors là, on a, dans un instant, on va débuter la rencontre avec Jérôme Ferrard, oui, qui présente son dernier livre à son image et qui est déjà un succès en librairie, c'est mérité. Et qui est également, qui est un superbe livre, qui a un sujet de conversation. On ira le voir après tout à l'heure. Demain, quels sont les autres auteurs? Demain, il y aura à 18h30 Robert Malliam Wilson, qui est un auteur irlandais qui n'a plus écrit de livre depuis 20 ans, mais son dernier livre est un chef-d'œuvre. Oui, c'est un livre culte. On peut le dire, c'est Eureka Street. On peut voir un peu les livres. Là, donc il y aura Philippe Janeda à 16h qui sera interviewé, et ça vaut le détour, par Laurent Chalumeau. Pour la SERP. Proposé pour la SERP, voilà. Les deux s'apprécient, donc voilà, on va avoir à De Goyer. Normalement, ça devrait être une rencontre assez formidable. Et on aura. Oui, parce qu'il faut le dire, ces rencontres, c'est pas des choses, c'est pas des moments guindés. Non, c'est pas du tout guindé. C'est très décontracté. On parle littérature évidemment, mais ensuite dans une ambiance toujours assez conviviale. Vous voyez, les gens sont à proximité des auteurs. Ensuite, il y a des questions-réponses. C'est vraiment un moment convivial de littérature. Et ensuite, on aura Hervé Lecor aussi demain, qui est le maître du polar français. Dimanche, nous aurons Kauter Ademi à 11h, qui est une jeune écrivaine algérienne, qui a fait 3 romans qui sont passionnants, qui écrit sur son pays, sur la jeunesse de son pays, sur l'environnement de son pays, qui est assez particulier, notamment sur les non-dits, sur le poids de la tradition, etc., etc. Donc qui est assez passionnante. Donc c'est à 11h. Ce sont des sujets totalement d'actualité, des problèmes de société. Tout à fait, c'est des problèmes, et même avec certains problèmes, quelques proximités avec la Corse et tout, donc c'est vraiment intéressant de la voir. Ensuite, on aura à 14h, on aura Jérémy Fell, qui est un jeune auteur français, qui a son deuxième roman, qui s'appelle Elena, mais qui avait impressionné tout le monde lors de la parution de son premier roman, qui s'appelait Les loups à leur porte, qui est une suite de chapitres. En fait, on a l'impression qu'ils n'ont qu'un lien entre eux, mais en fait, il construit une histoire et un suspense jusqu'à la fin. Oui, vraiment dans un univers particulier. Oui, on dit que c'est entre Stephen King, David Lynch. Il est vraiment, il joue avec les peurs des gens, et il a un sens de la construction formidable. Et voilà, franchement, il est très intéressant et très prometteur. Et donc on clôturera donc dimanche soir avec Éric Vuillard, lauréat du prix Goncourt l'an dernier pour l'ordre du jour, qui sera interrogé par Grégoire Le Ménager, qui est notre partenaire du Nouvel Obs et qui nous fait l'amitié d'être là tous les ans pour faire une rencontre ou deux. Toutes ces rencontres, elles se déroulent où? Toutes les rencontres se déroulent ici même au jardin suspendu du Palais des Gouverneurs de Bastia. Voilà, mise à la disposition de la mairie de Bastia, gracieusement, les lieux, le personnel technique. D'ailleurs, je tiens à les remercier parce que la mairie nous aide beaucoup. Et sans leur aide, notamment financière, on peut avoir toutes les belles idées du monde
on peut avoir le réseau qu'on a, s'il n'y a pas les subventions derrière, eh ben, c'est compliqué de monter un tel événement. Donc nous remercions tous nos partenaires, évidemment, Pietre, Vito et tous les autres. C'est une belle façon de finir l'été, je trouve, de venir ici. C'est très bien parce que l'été fini, il y a l'automne qui commence, on va rentrer dans notre train-train hivernal et je pense que ça nous permet de proposer aux gens plein de lectures pour passer leur hiver tranquille, découvrir d'autres auteurs et d'autres mondes. Il y a vraiment des belles choses à découvrir, à la fois Jérôme avec à son image qui parle aussi de la Corse évidemment, et puis d'autres univers à découvrir. Ouais, il faut parler peut-être 2 mots pour dire que comme Jérôme, au fil de ses romans, il s'impose quand même comme un grand écrivain français. Il ne faut pas avoir peur de dire le mot. Il faut même en être fier. Il faut même en être fier parce qu'il est à un tel niveau que... on est tous impressionnés, on est tous ravis, on est tous impressionnés. Et voilà, il faut que les gens aillent plus vers, parce qu'on entend certaines personnes qui disent que les romans ne sont pas très accessibles. Au contraire, oh là là, c'est le contraire. Il parle d'une société qu'il connaît bien. Il en démonte un petit peu les mécanismes pour savoir un petit peu pourquoi on est devenu cette société-là, comment on y est devenu. Mais c'est écrit d'une manière c'est admirable. Tout à fait. Et puis il a cette capacité à incarner à la fois une époque, 2 décennies, je veux dire, d'histoire du nationalisme. Tout à fait. Et il n'y a pas que le nationalisme, hein, mais il y a autre chose. Voilà, il y a vraiment toute une réflexion. Énormément de thèmes. Il y a toute une réflexion sur le monde, l'écroulement des mondes, sur l'individu, sur les échecs des individus. Pourquoi, à un moment donné, ils arrivent à être en situation d'échec et quel mécanisme mène à cet échec-là. Donc voilà, il est passionnant, il faut aller vers lui et il faut lire ses livres parce que c'est ce qu'on va faire. On a quand même la chance d'avoir quelqu'un de ce niveau encore. On va essayer d'aller vers lui. Tu nous accompagnes? Je vous accompagne. On va aller vers lui pour lui poser quelques questions. Et puis comme ça, on peut jeter un œil sur déjà des gens qui sont déjà prêts à écouter, à entendre Jérôme. Jérôme, est-ce que je peux te voler un petit instant? Oui, sans bière et sans cigarette. Oui, c'est mieux parce que comme on est en direct sur le service public. C'est bon, je suis bien pour le service public là. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, évidemment, il y a déjà eu tellement de choses qui ont été dites sur ton livre. En même temps, aujourd'hui, c'est un exercice que tu as déjà entamé, c'est la rencontre avec le public. C'est toujours un moment particulier, ce moment où du coup, on s'est extrait de son travail d'écrivain et on est confronté à l'œuvre ne t'appartient plus vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le public qui est propriétaire de l'œuvre. Voilà, ce qui n'a jamais suscité une angoisse énorme pour moi. Mais c'est des moments. Là, ça va, je suis pas encore lessivé. Ça doit être ma 4e ou 5e rencontre. Donc je suis dans un oui, il va y en avoir plein, mais pas en Corse, mais je vais pas mal bouger. Et donc je suis encore dans un état de fraîcheur relative. Ça devrait aller. Donc tu peux encore répéter à l'envie les choses. Évidemment, le thème du livre, on le connaît. On va quand même le rappeler. C'est l'histoire d'Antonia dont on assiste à l'enterrement au début du livre. On peut spolier un peu le début, c'est pas grave. Et on est au travers de cette histoire d'Antonia et de son parrain qui est le prêtre qui donc l'enterre et fait la messe de funérailles. On traverse un peu l'histoire à la fois de la photographie, mais aussi à la fois de 2 décennies de nationalisme corse avec son engouement et les dérives qui ont suivi. Exact, c'est magnifique. Tu vas reprendre ma phrase. Exactement, je vais reprendre exactement ça. Alors moi j'ai dévoré le livre comme beaucoup de gens et on s'aperçoit que c'est un livre qui est déjà, j'allais dire, dans toutes les conversations. Est-ce que tu as lu le dernier livre de Jérôme, etc. Ça veut dire que tu touches particulièrement à quelque chose. Tu as cette qualité de pouvoir toucher à quelque chose qui est d'universel et aussi de propre à la Corse, quoi. Je sais pas, j'ai pas eu, parce qu'évidemment moi tout ça je le vois pas, parce que j'ai vu j'ai fait une signature à la marge la dernière fois, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, et à la rigueur je suis toujours un peu surpris parce que j'ai commencé à écrire en ayant un propos un peu
toujours un peu critique et l'accueil n'était pas du tout, celui-là. Voilà, maintenant je trouve ça... mais je suis toujours... S'il y a une chose, pas qui m'inquiète, mais que je me demande, c'est toujours à chaque fois comment le livre va être accueilli ici, surtout quand ça parle de la Corse. Ben, je pense que tu vas vite le savoir, le livre est plutôt très bien accueilli. Pourquoi? Parce que tu parles de choses qui ont touché la Corse, et y compris tu reviens sur ces images aussi, parce que c'est vraiment, le livre parle de la photographie, mais il y a ces images concernant la Corse, notamment on va parler de l'image de 1984, l'opération sur la prison de l'Ajaccio, qui est une image qui a galvanisé, on se souvient tous de ces trois hommes qui rentrent dans le fourgon et de Pierre Albertine et qui crient Vie ouvrante. C'est une image qui a galvanisé un peu le monde nationaliste. Et puis, l'autre image, c'est des années plus tard, après l'assassinat de Robert Sozzi, le chapiteau qui s'enflamme quand le FLNC revendique l'assassinat. Et là, on est, j'allais dire, la boucle est bouclée, quoi. Ouais, si on considère la première image comme un point de départ et l'autre comme un point d'arrivée, la seule chose qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Et encore aujourd'hui, évidemment, j'ai pas la réponse, mais essayer de décrire cette espèce de courbe invraisemblable et dont le souvenir m'atterre encore, je trouve que ça vaut le coup d'essayer de regarder un peu comment les choses tournent mal, quoi. En tout cas, c'est un peu le parcours de tes personnages, parce que ces deux personnages, on a l'impression qu'il y a un peu un phénomène inexorable, un destin qui les ramène toujours à la Corse. Ils essayent de s'extraire enfin c'est comme ça que je l'ai perçu, de s'extraire de leur destin un peu écrit, elle en allant, en quittant la Corse et lui en devenant prêtre. Mais tout les ramène à la Corse, tout les ramène un peu au malheur aussi parfois. Alors pourquoi? On a l'impression qu'ils ont une espèce de lucidité peut-être avant les autres. Elle sent ces choses-là. Hein. Je ne sais pas si on peut la qualifier de lucide parce qu'elle a un regard, son regard de personnage là-dessus. C'est pas un regard très bienveillant, notamment sur le début du nationalisme, parce que elle a quelque chose qui est sans doute propre à la jeunesse, qui est que tout ce qui nous est trop familier nous paraît nécessairement futile ou inintéressant. Et elle s'imagine que toutes les choses les plus intéressantes se passent ailleurs. Et donc elle n'est pas d'une très grande lucidité parce qu'elle ne comprend pas que va se jouer ici quelque chose de tragique et que c'est pas simplement ou avant tout l'espèce de comédie à laquelle elle croit assister parce qu'elle connaît tout le monde. Et donc elle n'est pas si lucide et quand elle l'est, c'est parce que les événements l'ont forcée à le devenir. Mais elle perçoit quand même une espèce de, chez les autres, une espèce de, j'allais dire, une forme endémique de mythomanie qui consiste un peu à réécrire notre propre histoire en permanence, quoi. Je suis pas sûr que c'est la mythomanie. Si, alors quand on le fait avec le recul ou qu'on mythifie des choses, mais en tout cas, je pense qu'elle assiste à quelque chose qui est réel et qui a une grande importance chez nous, hein, qui est l'histoire de la construction d'une sorte de mythologie propre. Hein, qui, à mon sens, avec le temps, et encore aujourd'hui, quoique la violence clandestine politique n'existe plus, qui a gagné une force iconique, je dirais, bien plus importante et assez indépendante de l'aspect proprement politique de la chose. Je pense que ce genre d'évolution, c'est inévitable. Et en même temps, j'ai souvent l'impression que chez nous, ça avait pris des proportions quand même un peu incroyables. Incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, on sent chez elle, avec cette volonté de partir, etc., de s'extraire de ça aussi, hein, de ce côté négatif très noir. Et elle essaye, enfin bon, on va pas révéler tout le livre. Non, mais ce qu'elle veut, c'est faire des bonnes photos. Voilà. Et être confrontée à des événements qui, pour elle, en valent la peine. Et moi, par exemple, je ne partage pas du tout avec elle cette hiérarchie de l'événement. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où des choses se passent la peine, mais elle est incapable de le voir. Et bon, là, je veux pas raconter ce qui lui arrive en Yougoslavie, mais ça marche pas très bien non plus. Oui, et parallèlement à cette histoire, tu reviens aussi sur quelques clichés qui ont marqué l'histoire de la photographie. C'est pas la première fois que tu travailles là-dessus, hein, parce que tu as déjà abordé ce thème. Et il y a quelques clichés dont tu nous parles, qui sont des vrais clichés pour le coup, parce que en ce qui concerne Antonia, ce sont des photos de fiction, j'allais dire. Non, mais la majorité des clichés cités, en fait, sont vrais. Il n'y a que les photos prises par Antonia qui sont évidemment fictives. Mais toutes celles qui concernent Gaston Chiro, c'est des photos prises en Libye en 1911. J'ai eu la chance de pouvoir voir le travail d'un photographe serbe
qui est né en 1885 et mort en 1965. Donc il a photographié la première et la deuxième guerre des Balkans, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Tout ça, toutes les photos que je décris sont aussi réelles. Et puis des photos plus récentes, dont celle de Ron Aviv en Bosnie, moi qui m'avait beaucoup marqué. Ouais, ce soldat avec Ouais, la cigarette ouais, à la main qui ouais, donne des coups de pied ouais. dans des cadavres. Exactement, ouais. Et il y a une espèce de désinvolture du geste. C'est ça, ouais. Terrifiant. C'est absolument terrifiant. Et c'est des photos qui avant tout, que j'ai utilisées parce qu'avant tout, elles m'ont marqué moi. Et que je trouve que, je pense que c'est pas, si on lit le livre, on doit s'en rendre compte un peu, mais j'ai quand même une grosse admiration pour ce métier et pour sa valeur et pour ce qu'il apporte à notre connaissance du monde. Moi, ça m'a fait penser à une photo que j'avais vue il y a très longtemps, une photo du capitaine Samano. Je ne sais pas si tu connais cette photo. C'est un révolutionnaire, en 1917, un révolutionnaire mexicain qui est devant son peloton d'exécution. Oui, bien sûr, je la connais, bien sûr, je la connais, évidemment. Je ne savais pas son nom, mais qui est comme ça devant le peloton d'exécution. Rien à foutre, on dirait. J'avais même commencé à un moment à essayer de me renseigner en me demandant, mais c'est pas possible, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Oui, moi aussi, j'ai essayé de trouver les. Or, c'est vraiment ça, il semblerait. Il semblerait que ce soit vraiment ça, qu'il est devant son peloton d'exécution. Il est totalement décontracté. On est quelques minutes avant qu'il soit exécuté. Et ça résume un peu aussi des tas de choses sur l'engagement, parce que lui, c'est un révolutionnaire qui est revenu de tout, et qui est tué par d'autres révolutionnaires. Il y a une photo qui avait beaucoup marqué, dont j'avais parlé dans J'ai laissé mon âme, c'était une photo de l'Arbi Ben Midi arrêté par les parachutistes et qui a un sourire d'une sérénité absolument admirable et qui semble vraiment surnaturel. Et ça, il y a que c'est même pas défiant. Non, mais il n'y en a pas de défi. Et ça voilà, il y a que la photo qui peut extraire un instant comme ça. Même un film ou noyé dans la durée, le moment en question, il va pas apparaître dans toute sa singularité et toute sa force. Alors, je vais te laisser aller à la rencontre du public qui est déjà très nombreux. Juste, je pense qu'une des raisons aussi qui va faire que le livre marche, c'est que les victoires avalent tout. Et ce livre nous ramène justement à un moment que beaucoup essayent d'oublier, que beaucoup essayent de masquer, mais qui existe, où on devrait au contraire en tirer les leçons. Oui, c'est sûr. Et puis, c'était en même temps, c'est pas par goût spécifique du tragique ou des choses qui vont pas, parce que je trouve que la société dans laquelle on vit tous en ce moment est quand même pas terrible et prend un pli dont on devrait bien s'inquiéter tous ensemble. Hein. Ok, merci à toi, Jérôme. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Yann, je ne sais pas si tu as vu le monde qu'il y a pour assister à cette rencontre. Donc je vais reprendre juste un peu le fil. Hein. Alors comme j'ai perdu un peu le fil de truc, des bonjours d'Italie, des bonjours d'Annette, de Anna, un super écrivain Nicolas, oui, bien sûr, un livre qui parle de la Corse. Ne peut être que bien accueilli, c'est vrai Daniel. Michel qui nous regarde, Nicolas Davet qui nous fait hello, Jocelyne qui nous dit bravo, Vincent Andriuzzi, bonjour Vincent, Jocelyne, bonjour, voilà, on a beaucoup de bonjour. Et comme vous voyez la rencontre, alors si vous êtes à Bastia, vous pouvez venir, vite, vous pouvez vous dépêcher et venir pour assister à cette rencontre avec Jérôme Ferrare. Et sachez qu'il y en aura plein d'autres dans la journée de demain et d'après-demain. Puisque Librimonde, ça continue jusqu'à dimanche, 3 jours, et qu'il y a 7 écrivains qui sont au programme. Je sais, Yann, tu fais des contorsions, pourquoi? Pour que je reste dans le cadre, c'est ça, hein? Avant de nous quitter, je voulais vous dire merci. Merci, pourquoi? Parce que vous êtes désormais 200 000 à aimer notre page Facebook, à partager les contenus que nous nous proposons. C'est vrai que depuis quelques mois, depuis 2 ans, on a fait des efforts particuliers pour enrichir les réseaux sociaux, pour proposer des choses, à la fois de l'info, de l'actu, des informations sur nos programmes, mais aussi des programmes spécifiques pour les réseaux sociaux. C'en est un aujourd'hui. Hein, vous avez vu qu'on fait un peu le tour de Corse avec Yann pour faire proposer des lives Facebook. On a fait déjà près de 200 lives depuis 2 ans. Voilà, donc c'est grâce à vous que cette page marche. C'est grâce à vous parce que vous partagez nos contenus, parce que vous aimez nos contenus, parce que vous les commentez. C'est grâce à vous que tout cela est possible. Alors continuez. On va vous proposer plein d'autres choses cette année encore. On va vous proposer des programmes spécifiques pour le web. On va vous proposer encore beaucoup de directs. Et continuez à aimer la page, continuez à partager.
parce que c'est vous qui faites cette page. Alors je vous remercie à tous, au nom de Yann, au nom de toutes les équipes de Viastel. Merci à vous. Et puis voilà, profitez de cet instant de fin d'été. Si vous avez l'occasion, venez à Librimond et ça vaut vraiment le coup. Ciao.